Bonjour à tous Bonjour à tous. Bonjour. et bienvenue. Ravi d'être avec vous ce matin. Et dites-nous que vous êtes là, hein. Ne vous faites pas croire qu'on est en train de parler dans le vent. Si vous êtes là, envoyez-nous un signe, un bonjour, un emoji. Bonjour Faites-nous signe. Louise. J'ai besoin Bonjour d'un Louise. signe. Bonjour Jessica. Bonjour tout le monde. Ah ouais, ça, tout le monde est. Ça envoie, c'est bon. Ah ouais, C'est c'est ça. bon. Bonjour Benjamin, bonjour Emma, D'ailleurs, vous nous entendez bien, vous nous bonjour voyez bien. Sixtine. Bonjour à tous. On va attendre encore une minute ou deux, le temps que tout le monde nous rejoigne, et puis on va commencer. Allez, Il suffira d'un bonjour Sonia, signe. bonjour Estelle. Ah ouais, il suffira d'un signe, exactement. Je sais pas si c'était fait exprès Mohamed, mais tout de suite ça a tilté. Ah oui, c'est vrai. Des chansons à texte. Allez, bonjour Marie, bonjour Christelle, bonjour Florian. Ah, vous êtes nombreux et nombreuses. On avait plusieurs centaines d'inscrits, à voir effectivement combien de personnes finalement répondent à l'appel ce matin. En général, pour faire patienter les gens, je raconte une blague, mais j'ai pas de blague. Vas-y, Bah t'as non, pas de j'avais blague pas. là? Ouais, non, je suis nul en blague. Écoute, Je suis le genre de personne qui fait des blagues et qui pense que ça va faire rire. D'ailleurs, dans ma tête, c'est tout le temps une standing ovation. Sauf que dans la réalité, non. Les gens ne comprennent pas. Donc j'ai arrêté de faire des blagues. Par contre, Antoine, si tu en as une, ou Eve, bah, surtout maintenant, moi, ce qui m'effraie un petit peu, là, c'est que là, faire un flop devant 2-3 personnes, ça me dérange pas trop. Là, on est déjà une centaine, donc un flop devant 100, je sais pas si je vais m'en relever très vite, tu vois, quoi. Ou alors en on tout paye cas, des gens, ou alors on peut-être qu'il paye y a des des gens gens dans le pour aller chat mettre des sous. qui ont des blagues. Si vous avez des blagues imparables, n'hésitez pas à les partager le temps que tout le monde arrive et se connecte. On pourrait faire un sondage blague Ouais. peut-être au début du webinaire. Mais effectivement, donc je t'avoue que je m'y risquerai pas trop. Ou alors je la prépare vraiment bien et on paye des gens pour être dans l'assistance et simuler des rires sur le chat, quoi. Bon, on va commencer? Allez, vas-y. Allez, bon, donc bonjour à tous, bienvenue. Il y aura peut-être pas de blague ce matin, mais on espère quand même que le sujet vous plaira. Donc, sourcing, les secrets d'une relance gagnante entre automatisation et personnalisation. Donc, pour rappel, vous avez un onglet questions où vous pouvez poser toutes vos questions. On prendra un temps à la fin du webinaire pour y répondre. Aujourd'hui, on est ensemble pour 45 minutes. On va aussi vous poser 2-3 questions via des sondages qui s'afficheront sur votre écran. N'hésitez pas à y répondre, c'est vraiment important pour nous aussi d'avoir un peu votre retour en tant que recruteur sur toute la partie sourcing et sur comment vous faites votre chasse sur LinkedIn ou sur d'autres canaux. Donc moi, c'est Eve Anglard, je suis Head of Marketing chez Tool for Staffing et ce matin, je suis accompagnée d'Antoine et de Mohamed. Antoine, Mohamed, je vous laisse vous présenter. Je vais laisser la parole à Mohamed, vas-y, je t'en prie. Ben, merci Antoine. Alors pour me présenter très rapidement, Mohamed, comme vous pouvez le lire. Moi, je viens ici avec deux casquettes. Ma première casquette, c'est celle de l'école du recrutement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'école du recrutement, mais vous pouvez nous faire un petit coucou dans le chat si vous connaissez l'école du recrutement. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, on a une mission, c'est de rendre incontestable les recruteurs ou les RH qui font du recrutement sur les sujets de recrutement. Notamment avec deux piliers, on donne des compétences et de la performance et on délivre du coup une formation au recrutement et au sourcing, notamment en ligne. Ça, je viens avec cette première casquette. La deuxième casquette avec laquelle je viens, c'est je suis sourceur indépendant depuis maintenant presque 10 ans. J'ai commencé en 2014 et je viens aussi pour partager quelques astuces, mon expérience aussi, et notamment comment j'ai pu passer sur les messages d'approche et donc sur les relances, comment j'ai pu passer de 11% de taux de retour à 68%. Donc, c'est vous délivrer un petit peu ce contenu en espérant que ça puisse vous aider. Coucou Gaël, du coup, toute jeune diplômée de l'école. Voilà, pour me présenter, et du coup, je te passe la parole, Antoine. Allez, du coup, moi je suis Antoine Détis, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Tool for Staffing, donc c'est un ATS++. On vous en parlera peut-être très rapidement.
Moi, ça fait maintenant presque 8 ans que je suis également dans le recrutement. Donc moi, je suis de l'autre côté, j'équipe les recruteurs. On a presque 150 cabinets aujourd'hui français qui utilisent notre solution et qu'on accompagne, mais aussi des ESN, de l'intérim, des grandes compagnies. Et effectivement, du coup, on a pu détecter, mesurer et constater certaines bonnes pratiques, certaines technologies qui sont quand même très pratiques à mettre en œuvre dans le cadre du recrutement. Donc c'est parfaitement complémentaire avec des discussions qu'on a pu. On s'est rendu compte à quel point on était complémentaires en ayant des discussions avec Mohamed, et d'où notre présence ici. Super, merci à tous les 2. Donc du coup, pour commencer, on va mettre un petit peu de contexte à tout ça. Aujourd'hui, un chiffre qui fait mal et qui va sûrement vous parler, c'est que 40 candidats, c'est le nombre moyen de nouveaux talents qu'un recruteur doit approcher chaque jour. Antoine, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, bah, c'est un chiffre tout bête, qu'on a pu faire en fait sur la base de nos, quelques milliers d'utilisateurs, hein, qui utilisent, notre outil. Alors 40 candidats, c'est une moyenne, hein, c'est assez vaste. Vous allez avoir, sur des métiers qui sont pas en tension du tout, peut-être un recruteur qui va devoir scanner, 200-300 CV par jour, ou au contraire de l'autre côté du spectre, vous avez le chasseur pur et dur qui va peut-être lui n'avoir que 2 ou 3 CV à traiter par jour. Donc c'est une moyenne, mais plutôt que CV traités, on trouvait ça intéressant de regarder les CV pardon, excusez-moi, les candidats qu'on doit approcher. Ça peut être un candidat déjà en pipe ou qu'on doit solliciter pour un poste. Et 40 candidats, effectivement, c'est un nombre énorme. Donc la question, c'est comment j'arrive à maintenir une telle cadence tout en ayant une approche, Mohamed va en parler, personnalisée, et qui obtient des taux de réponse intéressants. Super. Mohamed, du coup? Oui, on va parler un petit peu du problème. Effectivement. Alors, déjà, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je sais que vous pouvez avoir un petit peu de retard. Je vous rassure, vous êtes encore qu'au début du webinaire. Alors maintenant, pour présenter un petit peu le problème, je pense que le principal adversaire des recruteurs ou des recruteuses ou des RH qui font de l'approche, c'est eux-mêmes. C'est parce que on a deux dragons de la peur à maîtriser. On a peur de mal faire ou bien de trop en faire. La réalité, et je vous le dis avec beaucoup de transparence, en fait, mal faire, il vaut mieux mal faire que ne pas faire, il vaut mieux trop en faire que ne pas en faire. Et pour ça, j'ai vraiment une étude qui a été faite par Écosystème, où ils se sont aperçus qu'en réalité, les taux de retour au message, ils bondissaient au 6e email. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut envoyer, enfin là, ce sont des emails, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut envoyer 6 messages? Non, ça veut surtout dire, et c'est l'enseignement que avec lequel j'aimerais que vous partiez aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas attendre. Faut pas maximiser toutes vos chances sur un seul message. La relance vous permet d'optimiser, d'augmenter du coup vos taux de retour, et ça peut arriver au sixième message. Et les peurs que vous pouvez avoir, c'est-à-dire j'ai peur de harceler la personne, j'ai peur de ne pas être intéressant, etc. En réalité, vous allez voir quand vous relancez 1, 2, voire 3 fois et que vous n'avez pas de réponse, au bout de la 5e, la personne s'excuse de ne pas vous avoir répondu. Je sais que certains déjà dans le chat ont déjà pu faire des relances, etc. Je pense que sérieusement que vous avez eu ou expérimenté ça. Vous n'avez pas des gens qui vous disent arrêtez de me harceler. Vous avez plutôt des gens qui vous disent excusez-moi d'avoir mis autant de temps à vous répondre. Voilà, ça c'est pour vraiment circoncire en fait le problème. Le principal adversaire sera vous-même. Ce sera la peur de mal faire et la peur de trop en faire, mais ça ne vaut rien par rapport à ne pas faire. Donc Voilà. ça explique un peu en prospection pure, quand on reçoit 7, 8, 9 messages, c'est des gens qui ont vu ton étude et qui ont vu qu'effectivement ça peut fonctionner, d'arriver à un tel nombre de messages. Oui, surtout que là, c'est des gens qui ne répondent pas. C'est-à-dire que on va le voir un peu plus tard. C'est pas une question de personnes qui ont dit non, je ne suis pas intéressé, et puis vous refaites une relance. Non, ce sont des personnes qui ne nous ont pas répondu. Alors l'absence de réponse n'est pas une réponse, notamment en sourcing, et notamment en recrutement. Quand une personne vous dit non, je ne suis pas intéressé, bien sûr que vous n'allez pas au-delà de son non consentement. Du coup, non, c'est non. Vous pouvez passer à autre chose, et vous-même, ça peut vous aider à clôturer le dossier entre guillemets. Allez, super. Du coup, on part sur préparation d'approche, ou je t'ai coupé, Mohamed, peut-être, dis-moi. Non, j'ai vu une question sur le chat. Est-ce qu'on pourrait y répondre à la fin, peut-être, les questions? Oui, exactement. Parce que je me suis dit, super. on prendra toutes les questions à la fin.
je vous expliquerai Super. comment est jugé le taux. Allez, préparation d'approche, donc c'est juste une petite partie. Tu l'as dit, Mohamed, moi je trouve ça intéressant. Il y avait, je vais le remettre peut-être la slide parce que moi j'aimais bien cette petite illustration. Done is better than perfect. Nous, on est une startup, c'est typiquement ce genre de phrase qu'on sort tous les jours à nos collaborateurs. Et effectivement, on appelle parfois ça aussi la règle des 80-20. C'est-à-dire que vous allez prendre 80% du temps pour faire 20% de la finition, alors que parfois les 80 premiers pourcents suffisent. Donc du coup, nous, dans ce cadre-là, ce qu'on constate, c'est que les recruteurs qui fonctionnent bien, c'est ceux qui ont une approche vraiment préparée. Il y a 2 choses qu'on évoque souvent ici, qui n'est pas forcément fait par beaucoup de recruteurs. C'est ce qu'on appelle l'ICP, donc le candidate persona, c'est définir en amont vos candidats persona. On a fait un webinaire sur le sujet, donc on va aller rapidement sur cette partie-là, mais quand même pour vous expliquer un petit peu. Aujourd'hui, je ne pense pas que vous recrutez sur 1200 métiers différents. Je pense que vous avez des métiers souvent récurrents sur lesquels vous recrutez. C'est vraiment extrêmement intéressant de faire un candidat en persona, c'est-à-dire de savoir un petit peu les appétences, les envies, les challenges des gens que vous contactez. Également, sur quel canal ils sont. Mohamed vous parlera un petit peu de l'importance du canal un petit peu plus loin justement. Donc ce petit travail préliminaire, vous le ferez qu'une fois ou peut-être qu'une fois par an, on va dire, pour le faire, pour le préparer, pour le mettre à jour. Mais derrière, c'est ça qui va vous permettre de faire la bonne approche, de faire les bons messages. Donc c'est un petit travail préliminaire que je vous encourage vraiment à faire. Et si vous voulez en savoir plus, encore une fois, on a fait un webinaire sur le sujet. Et l'autre point que nous, on voit vraiment encore une fois, on a plus de 3000 recruteurs qui utilisent Too4Staffing, qu'on voit qui sont souvent mal faits, c'est un bon profil LinkedIn. Quand vous faites des approches sur LinkedIn, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent LinkedIn, il n'y a pas que LinkedIn, hein, mais aujourd'hui, la première chose que le candidat va faire, quand bien même le message est génial, ça va être cliquer sur votre profil LinkedIn. Donc la première vitrine de votre entreprise ou de votre cabinet, si vous êtes un cabinet, ça va être votre profil LinkedIn. Et il y a énormément de profils LinkedIn où c'est pas très clair en fait exactement ce que vous faites, pourquoi vous le faites, enfin, ce que vous cherchez, etc. Donc là, pareil, il y a un replay qui est disponible où on prend 1 heure avec un spécialiste du sujet qui vous explique comment avoir un bon profil LinkedIn et on se rend compte qu'au final, très peu de recruteurs font cet effort préliminaire. Donc, moi, on voulait juste vous évoquer ces 2 éléments de préparation, ces 2 éléments de préparation. 1, les candidats de persona, ça c'est vraiment à qui vous vous adressez. Et 2, votre profil LinkedIn, quel message vous envoyez. C'est vraiment 2 éléments qui sont extrêmement importants et qui vont faire la différence dans le taux de réponse. Et ensuite, me semble-t-il, je te repasse la parole, Mohamed. Oui, merci Antoine. Et du coup, je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Nadège. Oui, en vrai, les personnes s'excusent de ne pas avoir répondu dès la première relance, souvent. Ils s'attendent pas à la deuxième ou la troisième. Maintenant, j'avais envie aussi de vous partager l'équation de la relance. En fait, une relance, elle repose sur 3 éléments ou 3 piliers: la fréquence, le contenu et le canal. C'est-à-dire que le nombre de fois où vous allez faire la relance va jouer sur le nombre de réponses que vous allez obtenir. Le nombre de fois que vous allez, enfin la qualité du contenu va changer. Enfin, le nombre de fois où vous changez, pardon, le contenu va jouer sur le taux de retour. Et enfin, sur le nombre de canaux que vous allez utiliser. Alors là, on fait un focus sur LinkedIn parce que la plupart d'entre nous, on source sur LinkedIn. Mais il y a aussi l'email, il peut avoir le téléphone, il peut avoir les forums. Là, on l'a vu pour les développeurs, ça peut être des GitHub, ce genre de choses. En fait, plus vous allez augmenter la fréquence, le nombre de contenus et les canaux, plus vous allez de chances d'obtenir une réponse. Alors, pour la fréquence, là, ce qu'on va vous présenter, c'est ce qui fonctionne le mieux selon nous. Je laisserai Antoine le détailler, mais c'est un message plus 2-3 relances. Pour le contenu, vous avez 2 approches que je vous détaillerai juste après. Et pour le canal, sachez d'ores et déjà qu'il ne faut pas vous concentrer sur un seul canal. C'est-à-dire ne vous concentrez pas forcément que sur LinkedIn. LinkedIn, la plupart des gens n'en ont pas un usage professionnel comme les recruteurs ou les commerciaux peuvent l'avoir. La plupart sont sur LinkedIn pour faire du réseau. Et donc, ils vont sur LinkedIn 1 fois par semaine, 1 fois par mois. Ou bien parfois c'est 1 fois tous les 3 mois. Donc vous pouvez envoyer un message, je ne sais pas quand, je ne sais pas aujourd'hui, et la personne ne le verra que dans 1 mois. C'est pour ça que c'est très important de multiplier, si possible, les canaux, d'utiliser l'email, voire le téléphone si c'est possible, pour s'assurer que la personne a bien reçu notre message. Ensuite, C'est la fameuse phrase de Mohamed pour rebondir sur ce oui, que tu dis, qu'on entend souvent que le candidat, c'est pas un métier. oui. Donc les candidats ne passent pas leur vie à aller sur LinkedIn dans l'espoir de recevoir un message des recruteurs.
Oui, surtout que la plupart sont déjà des gens en poste, donc ils sont pas forcément dans une posture où ils sont en recherche. Et donc là, forcément, c'est nous qui leur apportons une opportunité de nous rejoindre. Donc c'est à nous de faire le travail pour les trouver là où ils sont, pour le coup. La deuxième chose sur laquelle je voulais aussi insister, c'est mesurer ses performances, et ça répondra un petit peu à la question de Roman sur comment on juge un taux de réponse. En fait, le taux de réponse mesure que les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Votre objectif quand vous envoyez un message, c'est d'obtenir une réponse aussi bien positive que négative. Parce que, alors il y a plusieurs raisons à ça. Parce que si demain je vous dis, admettons que je vous mette un variable sur votre revenu et que je vous dis, vous avez un variable et qu'il soit indexé sur votre taux de retour, je peux pas le faire sur le taux de retour positif, tout simplement parce qu'il y a des gens qui peuvent refuser pour de bonnes raisons, parce qu'ils viennent d'arriver sur leur poste, etc. Ça, c'est pas une donnée que vous maîtrisez. Par contre, la donnée que vous pouvez maîtriser, c'est d'essayer d'obtenir une réponse. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que si vous avez un compte LinkedIn, notamment un compte LinkedIn payant, vous savez que vous avez des emails et chaque email, en fait, vous est enlevé dès que vous envoyez un message. Par contre, il vous est automatiquement recrédité si vous obtenez une réponse. Et là, on participe à cette même logique qui est d'obtenir des réponses. Même pour obtenir, par exemple, moi, dans les messages que je pouvais faire, je disais, je mettais une ligne à la fin en disant aux personnes, vous pouvez me dire non. Vous pouvez me répondre juste non et que ça ne vous intéresse pas, ou bien vous me faites un pouce levé pour me dire j'ai vu votre message, mais bon, ça va pas trop m'intéresser, ce genre de choses. Juste pour obtenir des réponses. Il y a des réponses, effectivement, tu l'as dit, le pouce levé. Nous, on voit des réponses limite troublantes. Il y a un smile, parfois des emojis un peu. On ne sait même pas ce que ça veut dire, mais ça reste une réponse, ça reste une interaction, quoi. Exactement, ça veut dire que la personne a vu votre message. Alors que dans l'hypothèse avant, on ne sait pas encore si la personne a lu ou vu notre message, pour le coup. Troisième point, c'est un petit point de précision de sémantique et on peut en débattre. C'est ce qu'on peut automatiser, parce que là on est en train de parler d'automatisation, c'est l'individualisation, pas tellement la personnalisation. Alors c'est quoi la différence entre individualisation et personnalisation? Tout simplement, c'est le nombre de personnes à qui vous allez vous adresser. Par exemple, si vous avez 40 personnes à qui vous allez envoyer un message, là vous allez faire de l'individualisation. Forcément, vous allez apprendre certains champs comme le prénom, comme le poste, etc., que vous allez pouvoir automatiser. La personnalisation, c'est, admettons que vous soyez sur des postes tellement pénuriques ou tellement uniques. Je vais vous donner ma propre expérience. Je cherchais un responsable achat qui connaisse le marché de l'Inde. Je vous dis tout de suite, en France, ils étaient que 3. En tout cas, dans mon sourcing, il y en avait que 3 qui étaient remontés. Alors, j'ai pas fait d'automatisation. J'ai écrit chaque message pour chacune des personnes comme si elles étaient les seuls destinataires. Chaque virgule a été pensée pour elles, pour le coup. Et là, on est vraiment sur le degré le plus ultime de personnalisation. L'individualisation, c'est ce qui permet d'allier aussi bien de l'automatisation et de la performance. C'est-à-dire que je peux envoyer un message qui est à minima à individualiser à 40 personnes, voire 100 personnes, contrairement à la personnalisation où là, chaque message va me demander parfois 5-10 minutes d'écriture et de rédaction. Et ça, pendant la préparation, justement, moi, je trouve ça super intéressant, ce distinguo qui est pas que sémantique, je trouve, Mohamed, parce que nous, on propose des outils d'automatisation d'approche, et l'automatisation, c'est souvent un mot qui fait peur. Quand on parle à des gens qui doivent approcher des C-level, etc., ils me disent, mais moi, Antoine, je dois à chaque fois personnaliser à fond mon message, etc. Et en fait, je trouve que ce distinguo que tu fais, il montre que c'est pas 0 ou 1. C'est pas ou automatique ou personnalisé. Il y a un spectre un petit peu entre les deux. Et on peut mettre le curseur à différents endroits entre ne pas vexer la personne qui va bien, si on automatise trop, faire un truc qui est trop automatisé, qui est trop flag, en gros, on va dire. Et comme tu l'as dit, passer 45 minutes sur chaque message, ce qui est pas vivable si on a quand même un certain volume de candidats à atteindre, quoi. Bien sûr. Totalement. D'ailleurs, alors je ne vois plus réagir dans le chat. Sachez que nous, on ne sait pas si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là. Donc, n'hésitez pas à nous faire un signe. Donc, vous pouvez mettre le refrain de la chanson encore. Mais n'hésitez pas à réagir, à nous dire que vous êtes là ou exactement. Rien qu'à nous faire un retour. On va mesurer ça comme ça. Merci pour les pouces, Florian et Anne, pour le coup. Ensuite, pour poursuivre, je vais vous parler d'approche. En fait, il y en a deux grandes J'ai activé la cloche. Merci Florian. Donc du coup, je voulais vous dire, il y a deux grands types d'approches. Il y a l'approche qui est le apprendre ou à laisser.
et puis à la séduction. Alors, le apprendre à laisser, c'est vous donner tout dans le premier message. C'est-à-dire que vous faites un message assez complet, vous expliquez pourquoi vous contactez la personne, pour quel poste, vraiment, vous donnez tout et vous dites à la personne, ben, c'est à prendre ou à laisser. Bien sûr, la personne peut dire non, ça ne m'intéresse pas et du coup, ça vous permet de clôturer très rapidement. Cette approche, elle est plutôt pour les entreprises. Ça ne veut pas dire que les cabinets de recrutement ne le font pas, mais plutôt pour les entreprises parce qu'elles ont un poste à remplir assez rapidement. Elles n'ont pas forcément, même si c'est recommandé, un enjeu de vivier à conserver, avec des candidats à conserver. Donc, du coup, ils font une offre à prendre ou à laisser, et ils font des relances pour s'assurer que la personne a bien reçu le message. Et du coup, l'approche séduction, par contre, on va y aller petit à petit. On va d'abord faire connaissance, on va voir quels sont les enjeux de la personne. Et ça, on ne fait pas ça en un seul message. C'est une conversation qu'on a avec les personnes. Et c'est plutôt une approche cabinet parce que les cabinets ont plus un impératif de vivier. C'est-à-dire qu'une personne, ils peuvent avoir un poste pour une personne à l'adapter et puis la personne peut refuser, mais la personne peut se manifester dans 1 an, ou même pas dans 6 mois après. Et le recruteur peut avoir un autre poste à lui proposer. Donc là, c'est plutôt pour travailler sur des relations à long terme. Voilà, ça c'est pour vous présenter les 2 types d'approches. J'espère que ça a été assez clair. Et puis enfin, pour vous donner les éléments de l'approche sur lesquels vous allez travailler, sur lesquels vous allez vous améliorer, il y en a 3. Il y a l'objet ou les premières lignes, parce que c'est ceux sur lesquels on va initialement porter notre attention. Vous avez le contenu et vous avez le call to action ou le CTA. Alors, l'objet, sachez que c'est l'objet qui fait ouvrir, ou les premières lignes. C'est les premières lignes qui vont dire, ah tiens, c'est un contenu qui peut me parler et qui vont faire que les gens vont l'ouvrir. Le contenu, c'est ça que les gens, enfin, on dit souvent que l'objet fait ouvrir, le contenu converti. C'est le contenu, c'est la façon dont on va les rédiger qui va permettre à la personne de s'engager ou pas. Et enfin, n'oubliez jamais le call to action. Alors, le call to action, c'est permettre à la personne en face de passer à l'action. Et il faut être hyper clair sur l'action que vous attendez de la personne. Ça peut être vous êtes en attente d'une réponse. Ça peut être, je ne sais, enfin, et qu'importe la réponse, ça peut être j'ai besoin de votre numéro de téléphone, laissez-nous votre contact, etc., etc. La forme des call to action, il y en a 2 types. C'est soit une phrase impérative, contactez-nous, etc. Ce que vous pouvez retrouver sur pas mal de documents marketing, ou bien ça peut être une question ouverte pour laisser l'espace à la personne de répondre. Vous pouvez pas dire voici l'annonce, au revoir, bien cordialement. Non, c'est voici l'annonce, ça peut vous intéresser, ou quelque chose dans cette annonce attire votre attention, etc., etc. Voilà pour les 3 éléments de l'approche, et du coup, voilà pour bien préparer son plan de Moi, je voudrais travail. faire rebondir du coup sur un truc, sur ce que tu as dit vraiment à la fin. Effectivement, finir par une question, c'est vraiment la base. Ève ne me dira pas le contraire de tous les emails de prospection. Et je trouve ça vraiment, moi je trouve ça, je voudrais mettre le focus sur le mindset aujourd'hui. Je prends tes dernières slides, tu parles de canaux, tu parles de mesurer les retours, tu parles de CTA. Aujourd'hui, c'est vraiment des termes qui sont complètement issus du marketing. Et moi, je sais que quand j'ai commencé à lancer le logiciel il y a maintenant 8-9 ans, la plupart des recruteurs, on leur parlait de taux de conversion, ils ne savaient pas forcément ce que ça voulait dire, un taux de conversion. Et aujourd'hui, je pense que ce qui a vraiment changé, et à mon avis, ce qui résume beaucoup de ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment cette phrase qu'on dit souvent, qu'il faut traiter le candidat comme un prospect, avec toutes les techniques qui vont avec, dire que bon, on appelle ça aussi le marketing RH, mais qui sont issus du marketing, quoi. Oui, clairement. Juste pour faire une petite transition, c'est parfait. On va vous parler un peu de nous, de la meilleure séquence de messages sur LinkedIn, du coup. Ça fait aussi fait partie de la réponse à la question de Roman tout à l'heure, qui a demandé comment on pouvait mesurer en fait justement les taux de réponse. Il y a la règle avec laquelle on va le faire, mais il y a comment on le fait. Un autre avantage de ce qu'on appelle, nous, l'automatisation, mais on peut peut-être aussi l'appeler individualisation, c'est, outre d'augmenter le taux de résultat, ça va être effectivement d'avoir des KPI très, très simples. Quand vous faites des approches à la main, il faut aller manuellement mettre, peut-être ouvrir un Excel à part et regarder votre taux de réponse pour pouvoir calculer des choses. Aujourd'hui, nous, on propose des outils d'automation. Et dans ce cadre-là, on a pu effectivement très facilement, au bout de quelques centaines, milliers de campagnes envoyées par nos recruteurs, mesurer en fait ce qui marche le plus. Donc c'est ça qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc nous, on n'arrive pas à cette relance, hein. Effectivement, ce qu'on a vu qui marchait plutôt bien, c'était une invitation et 3 messages.
comme on n'a pas énormément de temps, mais je veux quand même vous expliquer que nous, on a vraiment constaté un mieux de l'approche connexion plus message plutôt que in-mail. Aujourd'hui, les in-mail, ce qu'on constate quand même, c'est des résultats qui vont décrescendo, malgré les dernières différences et peut-être upgrade qu'a pu faire LinkedIn sur ces éléments-là. Donc nous, on préconise vraiment, pour avoir vu des taux de réponse passer à 25, 30, 40%, on est encore loin des 60, 70%, tu me disais, toi, Mohamed, où il y a aussi forcément le savoir-faire qui va s'appliquer. Donc nous, les relances qu'on constate qui fonctionnent bien, je vais vous les livrer ici. C'est vraiment une connexion, un message de challenge, un message un peu de séduction, et derrière, le message un peu go no go. Le premier, c'est l'invitation. L'invitation, il y a des débats interminables sur est-ce qu'il vaut mieux faire une invitation avec message ou sans message. Nous, je vous donne vraiment le résultat, c'est avec message. Pour vous donner un petit peu le truc, ce qu'on a constaté, c'est que sans message, vous aurez peut-être plus d'acceptation, mais moins au final de réponses. Comme vous l'avez dit, Mohamed, ce qui est important, c'est la réponse finale, peu importe que les gens ils vous acceptent et qu'ils ne répondent pas ensuite. Donc vous avez quand même tout intérêt à mettre un message en étant à la fois clair sur vos intentions. Donc quand vous êtes un recruteur, je pense que les intentions elles sont assez claires, mais pour l'instant assez évasif, parce qu'une invitation, les gens ne vont pas forcément lire tout le message quand ils le reçoivent, etc. Donc le but d'une bonne invitation, c'est d'être assez clair sur qui vous êtes, sur le fait que l'approche soit parle de recrutement, mais derrière de pas forcément de pas teaser beaucoup plus que ça sur la partie invitation. Ensuite, nous, ce qu'on constate qui marche beaucoup, et parfois c'est pas forcément fait, on rentre dans la séduction, on rentre dans la vente très tôt. Ce qu'on a constaté qui marchait vraiment bien, c'est présenter ça comme un challenge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de candidats reçoivent des offres, comme vous le savez, surtout sur les métiers en tension, et tout de suite les offres sont fabuleuses, on vend un peu la caravane entre guillemets, alors que si vous présentez ça comme un challenge, ça les valorise. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer à vos candidats. Donc là, le message est un peu grossier quand on vous partage, hein, mais le principe, c'est de dire, voilà, on pense que vous pouvez être la personne sur un poste qui n'est pas forcément pour tout le monde. Donc ça le valorise un petit peu, ça prend ça comme un challenge, et ça marche plutôt bien sur des candidats qui, encore une fois, on le sait, sont quand même très sollicités. Une fois que voilà, si vous avez une réponse, tant mieux. Et si vous n'avez pas de réponse, encore une fois, comme l'a dit Mohamed, gardez en tête qu'on ne parle pas d'un message, on parle de plusieurs messages. Donc vous allez avoir une progression, vous allez avoir plusieurs arguments à sortir. À partir du moment où vous n'avez pas eu de réponse à ce message-là, là vous pouvez aller dans la séduction. Donc c'est-à-dire des éléments de contexte qui rendent vraiment le profil plus attractif. Et il y a peut-être des gens qui seront plus touchés par ces messages-là. Encore une fois, c'est pas une loterie. Vous avez plusieurs messages à envoyer au candidat. Gardez-le en tête. Je crois qu'à un moment, Mohamed, tu l'as dit, le mieux, c'est, ou tout dire après, c'est pas d'être parfait, mais de progresser. Donc, même dans une séquence de messages, on peut aller en progression. Vous pouvez envoyer peut-être plus de 3 messages. Nous, c'est vrai qu'on voit que souvent 3 messages, c'est ce qui marche le plus, y compris vous, pour pas perdre de temps. Vous avez aussi une notion de timeline, hein. Entre chaque message, je ne sais pas si c'était clair dans le schéma avant, vous avez une notion de jour à attendre. Donc, le défaut d'envoyer 15 messages, c'est que peut-être que le dernier va arriver, ça fera 3 mois que vous aurez envoyé, que vous aurez démarré votre campagne. Donc c'est aussi ça ces raisons pour lesquelles on préconise de ne pas en envoyer forcément trop. Et le dernier, ça pareil, hein, c'est très, très prospection, mais c'est le go no go. C'est envoyer un message très court, très simple, et de savoir si ça l'intéresse ou pas. Et Mohamed, tu l'as dit, pas hésiter à dire, si ça vous intéresse pas, dites-le moi, et puis voilà. Je vole un peu vite parce que je vois que le temps Oui, file. c'est ce que j'allais dire. Et Antoine, juste, je me permets vas-y. de t'interrompre là-dessus. Donc, pour vous dire aussi qu'on a travaillé avec l'équipe marketing et pour faire le lien justement sur ce que tu disais, Antoine, entre les techniques marketing et aussi la technique de sourcing. On a travaillé sur un guide qui reprend tout ça et on a créé des prompts ChatGPT pour vous aider à rédiger, à préparer ces messages que vous pouvez personnaliser un petit peu après, bien entendu. On vous le partage à la fin du webinar et on serait vraiment curieux d'avoir vos retours aussi sur ce guide. Voilà. Allez, on va essayer de gratter un peu sur le temps des questions pour laisser les 5 conseils de Mohamed que moi je trouve vraiment top. Je te passe le temps, je te passe Oui. la parole, Mohamed. Oui, alors je vais reprendre la parole et je vais être efficace. Alors déjà, premier conseil que je vous donne, c'est de prendre un temps pour écrire vos messages et avec vos messages de relance. Alors quand je dis un temps sans distraction, c'est mettez-vous en mode avion. Personne ne doit rentrer dans votre bureau. Donc si vous êtes dans l'open space,
Prenez des bouts de caisse, parce qu'en fait, l'écriture, c'est vraiment quand on n'a pas forcément l'habitude de l'exercice, on sous-estime l'énergie que ça peut prendre d'écrire des messages d'approche. C'est pour ça que le prompt que va vous partager Eve sera une grande aide pour accélérer du coup le processus. Mais prenez vraiment un temps sans distraction. Ça évitera les fautes d'orthographe, ça évitera les mauvaises formulations, ce genre de choses. L'autre conseil que je vous donne, et qui fait écho un petit peu à ce que je vous disais juste avant, écrivez tous vos messages d'un coup. Donc, écrivez votre premier message et les relances avec. Comme ça, vous n'allez pas vous démotiver ensuite pour les écrire. Elles sont déjà prêtes, autant les utiliser. La plupart des gens se disent « Ok, je ferai les relances après ». Mais non, en vrai, tu seras tellement dans le flow de ta journée que tu n'auras jamais le temps d'écrire les relances. Donc, profite de prendre 2 heures, 3 heures pour écrire les relances. Comme ça, tu peux que les utiliser. Surtout quand tu n'as pas eu les réponses escomptées à ton premier message. Ensuite, il y a un bon degré d'individualisation, c'est le vous versus je. Beaucoup de recruteurs, de recruteuses, notamment débutants, font cette erreur, c'est qu'ils parlent d'eux. C'est du nous, et jamais de vous. La réalité, c'est mettez le maximum de vous. Pourquoi vous contactez cette personne? Quel a été le déclencheur chez vous pour envoyer ce message? Qu'est-ce qui, dans son profil, a attiré votre attention en vue du poste que vous lui proposez? Pensez à faire cet exercice d'empathie et à muscler votre empathie à ce niveau-là, de mettre le plus de vous possible. Parce que la personne va se sentir beaucoup mieux engagée et si vous faites cet effort, vous allez être récompensé. Et je me permets d'intervenir là-dessus, Mohamed, mais vous êtes recruteur, vous êtes énormément sollicité aussi, vous, avec des messages de prospection, des messages de la part de commerciaux, et c'est la même chose. Un message où on vous contacte, on vous dit: «Bonjour, nous sommes telle entreprise, on fait ça, on a plein de clients» et cetera. Ça va pas vraiment vous intéresser. Par contre, vous avez un message où justement, la personne a compris votre problématique et va vous parler de votre problématique. Vous allez déjà être un peu plus à l'écoute de ce que cette personne a à dire. Bah, c'est la même chose ici, en fait. Oui, C'est bien sûr. vraiment pareil. Bah, pour filer un petit peu le sujet, par exemple, si vous dites que votre entreprise est leader de son marché, ça veut rien dire pour un candidat. C'est quoi concrètement? Quel est l'avantage d'être une entreprise leader de son marché pour un candidat? C'est peut-être une stabilité. Peut-être que ça veut dire qu'il y a des perspectives d'évolution. Enfin bref, pensez à penser tous les arguments qui sont orientés entreprise ou votre entreprise ou le poste, à les orienter côté candidat. Quel est l'avantage, le bénéfice qu'il peut en tirer? Maintenant, l'autre point et l'autre conseil que je vous donne, c'est de susciter une émotion. Alors, la manière la plus simple de susciter une émotion positive, sous-entendu, c'est de susciter de la connivence. En général, c'est vous voyez quelque chose dans son profil qui attire votre attention et sur laquelle vous pouvez vous connecter. Par exemple, vous avez fait la même entreprise il y a quelques années. Vous avez dans votre réseau les mêmes personnes, etc., etc. Trouvez tout ce qui peut créer un lien, du coup, de la connivence et qui sera beaucoup plus simple ensuite pour engager une conversation et du coup de servir Je complète très rapidement là-dessus. Quand vous êtes vraiment sur la partie un peu automatisation, vous avez quand même un certain volume, le webinaire précédent qu'on a présenté, aujourd'hui, il y a des outils qui existent qui permettent de faire de l'IA pour aller justement créer une petite phrase qui dit que vous avez liké le post, etc. Alors ça ne sera jamais aussi bien que si vous le faites vous en individualisation, mais quand vous avez un fort volume de candidats à contacter, c'est vraiment des outils aujourd'hui qui sont très surprenants et très performants pour créer cette connivence justement. Totalement. Et puis, du coup, pour poursuivre, 5e conseil, ne croyez pas qu'on arrive, que le process par lequel je suis passé de 11% de taux de retour à 68% de taux de retour, c'est fait en 24 heures. Non, je vous dis, je suis dans le sourcing depuis une dizaine d'années. Alors, ça m'a pas pris forcément 10 ans, mais ça m'a pris du temps parce que c'est tout un process d'apprentissage, pardon. Et ce qui compte, c'est vraiment, vraiment, vraiment le progrès. Je vous ai donné un outil plutôt un indicateur, une KPI sur laquelle vous allez pouvoir vous baser pour mesurer vos progrès, et c'est les taux de retour. Regardez les taux de retour, s'ils augmentent ou pas, d'une semaine à une autre, d'une campagne à une autre. Si possible, essayez de catégoriser par métier. Par exemple, les taux de retour dans les métiers de l'IT vont être différents que sur les métiers marketing, par exemple. Si vous avez l'occasion de les catégoriser ainsi, vous allez encore mieux mesurer votre performance.
Et puis enfin, un dernier conseil, et c'est un conseil bonus, soyez comme Dumbledore. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'aventure ou les aventures d'Harry Potter, mais dans le premier film, vous voyez, il envoie un hibou, autrement dit un message à Harry Potter, il n'a pas de réponse. Il envoie un 2, puis 3, puis 4, jusqu'à inonder en fait la maison des Dursley, si je dis pas de bêtises, et ça fait plaisir du coup à Harry Potter. Mais dites-vous aussi que si vous avez peur de faire des relances, peut-être vous ratez une histoire, la création d'une histoire, que ce soit pour le candidat, même pour vous. Donc, n'hésitez pas, soyez comme Dumbledore, envoyez des hiboux ou plutôt des messages et surtout des relances pour le coup. Alors, il y a Florian qui nous dit qu'il n'a pas la barbe, mais c'est possible quand même d'être que Dumbledore sans la barbe. Enfin, Dumbledore jeune, voilà. C'est Bon, beau. merci en tout cas à tous les 2. Ah oui, donc du coup, Pardon. le prompt ChatGPT, on vous envoie le guide là, tout de suite. C'est Lucie qui va vous envoyer le guide, qui a préparé ce guide. D'ailleurs, merci encore Lucie pour ça et on espère qu'il vous plaira et n'hésitez pas à nous faire des retours, même sur LinkedIn, voilà pour voir si ça vous a fait gagner du temps. Sur la Pardon. conclusion, hop, Je suis je allé vais un aller peu vite. vite. Vas-y, excuse-moi. Sur la conclusion, on va aller vite parce qu'il reste 10 minutes. Donc, si on devait retenir quelques éléments clés, ce serait better done than perfect. Vraiment, il faut pas hésiter, il faut essayer, même si c'est pas parfait à 100%. De toute façon, c'est que comme ça que vous progresserez. Le deuxième, c'est donc de bien préparer son approche, et de suivre justement, tous tes conseils, Mohamed, et aussi à toi, Antoine, sur aussi bien en amont avec les candidats persona et le profil LinkedIn qu'après aussi pendant pour rédiger le message avec l'accroche, l'objet, le contenu et le CTA, call to action. On voulait aussi vous rappeler que tout ce qu'on vous a présenté là, c'est donc une méthode qui est éprouvée, nous, on accompagne énormément de recruteurs aussi avec notre logiciel de recrutement. C'est des retours qu'on a, c'est des échanges qu'on a eus avec eux. Mohamed, toi, tu les formes, donc j'imagine que tu as aussi pas mal de retours. Et puis toi, en plus, tu sources aussi beaucoup. Et enfin, pour conclure, écoutez ce Dumbledore qui est en vous et qui sommeille en vous. C'est très important pour le sourcing. Ça va mettre un peu de magie aussi dans toute votre chasse sur les différents canaux. Pour faire la transition très rapidement, Ève, moi Ouais, bien sûr. je mets un +1 sur le bien préparer son approche. J'ai pas rebondi tout à l'heure par manque de temps, mais très rapidement quand tu as dit qu'il fallait écrire les relances en amont, Mohamed, tous les influenceurs Instagram vous le diront, qui créent leur contenu mensuel les 3 premiers jours du mois et ensuite ils vont aller le décliner. C'est ça qui vous permet d'avoir une approche qui va être cohérente en fait dans le temps. Et justement, une fois que vous avez ces éléments-là de préparation, vous pouvez, ça me fait ma transition, intégrer des outils. Donc pour le coup, comme Tout4Staffing par exemple, où vous allez rentrer vos différents éléments de préparation, ça va être vos séquences messages, etc., comment vous voulez approcher vos candidats, et qui vont vous permettre de vous accompagner. Donc tout ce qui est IA, automation, donc nous on est un ATS qui va intégrer beaucoup d'IA, beaucoup d'automatisation, etc. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment, ça ne remplace absolument pas le recruteur. Le but, au contraire, c'est de vous permettre d'avoir qu'à bien préparer vos approches et derrière, ensuite, augmenter votre taux de réponse. Donc, ça, c'était la petite parenthèse publicité. N'hésitez pas, si vous voulez voir un petit peu comment toute la méthodologie qu'on a présentée aujourd'hui peut être traduite dans un outil, n'hésitez pas à faire une petite demande de démonstration à la fin et on vous montrera ça en 10-15 minutes, comment l'IA et comment des outils tels que le nôtre peuvent vous aider justement à mettre en exergue ce qu'on a décrit dans tout le long de ce webinaire. Super, Allez. merci. Alors, on va passer aux questions. Du coup, si je remonte un peu, parce qu'il y avait des questions dans les deux. Donc, il y avait une question justement, tu sais, Mohamed, sur comment on sait qu'à partir de la 3e relance, on a un taux de réponse de Ah, 27%, 6e relance oui, de du coup, Roman. oui, alors j'avais répondu en partie parce que je pense que c'était la méthode de calcul et Roman, n'hésite pas à préciser ta question si je réponds à côté. La méthode de calcul, c'est le nombre de personnes que je contacte et le nombre de réponses que j'obtiens. Et ça, à chacune des étapes. Sachant que pourquoi j'arrive à 68%, il ne faut pas croire que le 68%, c'est à chacune des étapes. Non, c'est admettons que je contacte, je sais pas moi, 100 personnes lors du premier message. Admettons que j'ai, lors du premier message, j'ai 25 personnes qui me répondent, donc ça fait 25%. Et lors de la deuxième relance, j'ai encore 11% de personnes qui me répondent. Ça fait 25 plus 11, là j'arrive à 36%.
etc., etc. Et là, on arrive à un taux de retour pour Total, ouais. l'écosystème, pour l'étude Cumulé. d'écosystème, où en cumulé, on arrive à, je pense, on est presque à 100%, si je dis pas de bêtises. Mais c'était vraiment, ne gardez pas votre focale sur le chiffre. Gardez vraiment, parce que ça sera pas forcément adaptable à vos contextes. Là, c'est vraiment si vous deviez en retenir seulement la sagesse de tout ce que je viens de présenter, de ces chiffres-là, la sagesse qui se dégage de ces chiffres, c'est ne vous privez pas des relances, c'est vous priver des candidatures, c'est vous priver de recrutement, et c'est du coup vous priver de l'occasion de faire votre travail beaucoup plus simplement et moins de prise de tête pour le coup. Du coup, là, pour compléter, excuse-moi, juste, je voudrais parler de Marine Granic, je sais pas si tu l'as vu, F, c'est pour ça, parce que Ouais, c'est la super. seule qui a respecté la règle et qui a mis les questions dans l'onglet questions, donc je voudrais pas qu'on l'oublie, et qui demande, ne considère-t-on pas une absence de réponse comme une absence de motivation de la part du candidat? Ça, je sais que tu vas avoir une réponse, Mohamed, donc je te laisse. Oui, bien sûr. Alors non, l'absence de réponse, c'est une absence de réponse. On ne sait pas. L'absence de motivation, à la rigueur, et encore, c'est si une personne nous dit non. Donc si la personne nous dit non, elle est manifeste. On a une réponse manifeste, c'est non, je ne suis pas intéressé. Ou bien ça peut être non, j'ai pas les informations nécessaires pour que je puisse m'engager. Non. Alors derrière non, il y a plein de raisons Je qui suis pas sur peuvent. le bon canal, comme Voilà. on en parlait Mais tout à l'heure. la seule, Les gens qui vont pas sur LinkedIn tous les jours, par exemple. exactement. Vraiment la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que la personne n'a peut-être pas vu le message. Et si elle l'a vu et qu'elle n'a pas répondu, mais en tout cas, moi, j'aime bien prendre mon exemple. Le nombre d'emails que j'ai, il faut que j'y réponde et que j'oublie parce que je passe à autre chose. Parce que je me dis, tiens, je vais faire un temps pour pouvoir répondre. Vous imaginez pas. Donc, c'est pas une question de motivation ou d'enthousiasme. C'est surtout une question de est-ce que la personne a vu le message ou pas. Et ça, on peut pas le savoir jusqu'à ce qu'elle nous réponde. Encore, alors une nouvelle question de Anne-Laure. Si l'on travaille sur un secteur spécialisé, a-t-on intérêt à envoyer les relances rapidement ou vaut-il mieux les étaler dans le temps? Ce n'est peut-être pas le bon moment maintenant, mais dans 3 mois, mon message n'aura peut-être pas le même écho. Moi, je te dis, nous, ce qu'on constate, effectivement, c'est entre les premiers messages, en général, nous, en tout cas, on met entre 2 et 3 jours entre chaque message. Ça dépend encore une fois du secteur, parce que Mohamed vous le dira, il y a des candidats qui passent pas leur vie sur LinkedIn. Donc, si vous contactez des recruteurs, vous savez que c'est pertinent. Par contre, effectivement, non, une relance au bout de 3 mois, ça commence à être un petit peu trop étalé dans le temps. Donc, nous, ce qu'on conseille en général, c'est chaque message de relance doit être un petit peu plus tard que le message d'avant. Peut-être que je vous dis une bêtise, ça va être 2 jours, puis 3 jours, puis 4 jours, pour étaler un petit peu dans le temps. Je sais pas toi Après, ton avis là-dessus, Mohamed, pardon? ben, du coup, là, pour le coup, il y a quand même des techniques de marketing qui marchent bien aussi. Donc, comme on le disait, c'est ce qu'on va appeler nurturer sa base candidat. Aussi. C'est-à-dire que peut-être que là, au moment où vous allez contacter les candidats, surtout sur des métiers en tension ou sur des secteurs spécialisés, le candidat, à ce moment précis, il n'est pas intéressé par de nouvelles opportunités. Et puis, au bout de 3 mois, je sais pas, c'est la fin. Voilà, dans 3 mois, on sera en début d'année. Vous lui renvoyez un message juste pour lui souhaiter la bonne année. D'ailleurs, moi-même, on en avait parlé quand on a préparé ce webinaire. Où voilà, vous revenez un peu prendre des nouvelles. Et là, peut-être que ce sera le bon timing. Et vous aurez peut-être pas d'offre, mais lui sera déjà peut-être plus à l'écoute. Il ou elle, hein, enfin le ou la candidate, elle sera déjà plus à l'écoute. Et c'est ce qu'on appelle nurturer une base. C'est quelque chose qu'on fait aussi beaucoup en marketing. C'est quelque chose qui a de très bons taux de conversion, aussi bien sur les réponses que aussi derrière après pour engager des candidats dans des process de recrutement. Donc Et ça là, je vais dépend faire quel est non, votre mais tu as objectif. raison. Là, je vais faire encore un petit peu de pub. Idéalement, si vous avez un petit outil qui, avec l'IA, va vous permettre d'avoir des segments de candidats par secteur, par métier, et cetera, et qui vous permet d'envoyer des emails semi-automatiques tous les 3 mois, 6 mois, justement pour annoncer des ouvertures de postes, annoncer des actualités, et cetera. C'est effectivement, on constate que ces candidats nurturés, encore une fois, si vous avez un outil avec une IA qui vous permet de le faire de manière automatique, le jour J, quand vous allez les solliciter pour un poste, ils vont avoir un taux de réponse qui vont être supérieur parce qu'ils se souviendront de qui vous êtes. Il reste 2 minutes. On a une question de Anne-Laure. Tu as un outil pour calculer ton taux de réponse. LinkedIn le permet-il? Oui. Alors, en fait, LinkedIn peut permettre de mesurer les taux de retour. Mais il me semble que c'est LinkedIn Recruiter, c'est pas LinkedIn Recruiter Lite, Exactement. la version supérieure. Il y a aussi une question de Julien. Faut-il relancer un candidat après un refus?
3 à 6 mois après, par exemple. La vraie demandez aux gens s'ils veulent être relancés. C'est ce que je fais. Je fais OK. On n'en a pas parlé juste avant, mais c'est hyper important. On oublie le facteur chance dans le recrutement. Le facteur chance ou le facteur timing. Parfois, c'est pas le bon timing. Et du coup, la personne peut dire non, aujourd'hui, je suis pas intéressé, mais ça peut m'intéresser dans 3, 4, 6 mois, etc. Et donc, n'hésitez pas à demander aux personnes quand est-ce qu'elles aimeraient entendre parler de vous. Par exemple, après, on en parlait avec Eve. Moi, je le fais. Je souhaite souvent la bonne année parce que souvent, lors du mois de janvier, il y a les entretiens de performance. Et donc, c'est là où il peut y avoir des changements dans les statuts, dans les missions, etc. Et du coup, c'est là où les gens peuvent se réinterroger s'ils ont obtenu leur promotion, s'ils ont obtenu ou pas leur augmentation, etc. Ils peuvent se réinterroger sur leur avenir professionnel. Et voilà. Mohamed, je vais devoir sur la question d'avant, juste sur le taux de réponse. Si vous n'avez pas le budget pour LinkedIn fait recruteur, la plupart des outils d'automatisation, moi je suis vraiment très partisan d'automatisation, permettent de sortir des statistiques. Donc je vous dis juste, voilà, une petite astuce si vous en avez, la plupart des outils. Et le timing entre les relances, c'était dans les slides. Donc si vous allez voir le replay, parce qu'il y a Sonia Dujardin qui demande le timing idéal entre les relances, c'est dans les slides. Donc on va vous envoyer les replays. C'est juste qu'on arrive au On bout vous envoie tout ça. Oui, et que le webinaire doit s'arrêter maintenant. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci pour aussi vos retours, vos questions, vos interactions. On vous souhaite une bonne journée, de bonnes conférences avec Parlons RH. Merci à Mathilde de Parlons RH qui nous a quand même aidé à tout organiser. Super. Et on vous souhaite une bonne journée. Et on espère se parler très vite. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci Mohamed, merci Eve. Merci à tout le monde. Merci.